aussi fort que tu peux. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux te connaître si tu t'es jamais battu? Attends, je t'explique depuis le début. Comme beaucoup de types dans ton genre, j'étais coincé. J'arrivais pas à dormir. Non, on ne peut pas mourir d'insomnie. Je feuilletais des catalogues en me demandant quel genre de salle à manger me définit en tant que personne. Voilà ta vie, et tu la gâches une minute après l'autre. Bienvenue! J'ai cherché une vie différente. Du savon. Je fabrique et je vends du savon. C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler Durden. Allez, vas-y, frappe-moi avant que je m'énerve. Tu m'as frappé à l'oreille! Sans le savoir, tout le monde en mourait d'envie. Peut être le suivant? On lui a simplement donné un nom. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Mal. Il est interdit de parler du Fight Club. Après le Fight Club, on s'est tous mis à voir les choses différemment. Tu vas devoir me tenir réveillée toute la nuit. Et elle a tout foutu en l'air. Tu t'intéresses pas à elle, non? Mon Dieu, non, pas du tout. La télévision nous a appris à nous persuader qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma et des rockstars. Mais c'est faux. Il avait un plan. Un plan dans quel but, en Tyler, nous mettions notre foi. Le Fight Club doit monter en puissance. Chacun d'entre vous a un devoir à faire à la maison. Vous allez chercher la bagarre avec un parfait inconnu. Ça, c'est pas nécessaire. Et vous allez perdre. Ça fait mal. Tu cherchais un moyen de changer ta vie. Eh ben tu l'as. Moi, je m'arrête là. Tout est déjà fait, alors ferme-la. À quel jeu de malade tu joues là? Oh mon Dieu. Non, ça c'est trop! Ah! À la fin, tu me diras merci. Et si tu avais le choix de l'adversaire, tu te battrais contre qui? Kirk. Voilà les causes d'une des raisons pour lesquelles je n'habiterai plus jamais en France. Comment en est-on arrivé à ce que les gens aient peur de sortir leur voiture, aient peur de sortir dans la rue, aient peur du bruit dehors? Tout ce déchaînement de violence dans la rue juste pour une équipe de foot qui a gagné, c'est la honte pour la France. Le vrai problème selon moi, celui que j'ai jamais entendu des médias et des influenceurs qui parlent de ces événements, c'est le laxisme de la justice française depuis au moins 10 ans et qui fait que la France devient de plus en plus insécuritaire. Et d'ailleurs, ces événements sont devenus une normalité. La preuve, ils savaient ce qui allait se passer. De nombreux commerces sont en train de se barricader à la veille de la finale de Ligue des Champions. La préfecture a même demandé aux commerçants d'être fermés entre samedi 19h et dimanche soir 23h59. Et à chaque fois, c'est le même discours de nos politiques qui condamnent ces événements mais ne font rien de concret. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables. Alors moi, après 3 ans de réflexion et 3 ans de préparation, je suis parti. Et oui, ça m'aura pris 6 ans. C'est pas sur un coup de tête que j'ai fait ça, sans réfléchir et sans rien préparer. Et maintenant, je vis la vie que je voulais, à découvrir de nouvelles cultures, accompagné par ma chérie. Salut, moi c'est Guillaume, et j'ai décidé de changer de vie. Regarde, t'es belle. Et vers 2h du matin, ce sont des individus qui sont parvenus à pénétrer dans ces bars tabac, mais ils ont été surpris par le mari de la buraliste, c'est un retraité de 64 ans, et ça faisait 3 fois que son bar tabac était cambriolé, donc il en avait un peu marre, il a pété les plombs, il a pris un fusil et il a tiré avec des balles en caoutchouc puis de plomb, d'abord sur la voiture, puis sur l'un des fuyards, qui a reçu 3 plombs dans l'épaule. Il a été condamné à 20 mois de prison avec sursis, une peine d'éligibilité de 3 ans alors qu'il voulait se présenter comme maire en plus lors des prochaines municipales. Ses armes ont été saisies et il a eu 4 000 € de dommages et intérêts à verser aux cambrioleurs. C'est-à-dire qu'il verse des dommages et intérêts aux cambrioleurs. Une femme se fait arracher son téléphone portable par un voyou multirécidiviste. 3 légionnaires qui étaient en permission ont chopé le type, ont récupéré le portable de la victime et lui ont peut-être mis une baffe de trop. C'est les 3 légionnaires qui ont été envoyés au tribunal. 3 légionnaires. Tant que la justice en France, il faut mettre 3000 guillemets, justice, fonctionnera comme ça, ne vous étonnez pas que les gens fassent des roues arrière parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien, tabassent les gens parce que de toute façon, ils savent qu'ils ne risquent strictement rien et que si vous êtes un peu costaud, que vous aurez la boîte à gifles, pour utiliser un terme de rugby, c'est vous qui allez avoir des enfants. Moi, je crois pas du tout à la justice dans mon pays. Ben alors, pas du tout. Je fais partie de ceux qui ne croient pas. Et pourquoi? Ben parce que je l'ai expliqué. Parce que chaque jour, on a l'exemple de quelque chose qui est là pour nous protéger et dont on a peur. J'en ai peur parce que si je fais une petite faute, je risque d'être puni au-delà de ce que je mérite. Et j'en ai peur parce que celui qui va m'agresser, il risque d'être puni. Il y a les mecs qui m'ont cambriolé, ils sont sortis le lendemain en dessous de ce qu'ils méritent.
La population autochtone domestiquée, c'est-à-dire celle qui a peur de rouler à 52 km/h parce qu'elle va payer son amende, elle va rendre l'arme de pépé parce qu'on lui a demandé de le faire à la préfecture. Elle veut vraiment, voilà, fouillez-moi, je n'ai rien à cacher, je suis totalement soumis et désarmé, il n'y a aucun problème. Et le Big Brother, l'État sait qu'il a beaucoup de poids sur cette population, donc c'est évidemment sur elle qui va faire pression. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui commandent des machettes zombies, c'est comme ça que ça s'appelle, le nom de l'arme qui a tué Elias, et qui font n'importe quoi avec parce que ils n'ont aucune vision des choses à long terme, ils n'ont aucune vision des conséquences de leurs actes, donc ils font n'importe quoi. Mais évidemment, si vous tombez sur eux, bah vous avez des calculs, vous avez une famille, vous avez une réflexion de citoyen normal, donc le match est tout à fait déséquilibré. Et encore une fois, on va dire que cette machette est un problème, mais le problème n'est jamais l'arme. Le problème est ce que vous mettez au bout. Beaucoup de Français ont des armes et ils ne s'en servent pas pour tuer des jeunes qui rentrent de leur entraînement de foot. Le renseignement a sorti une note pour alerter sur le dépeçage de la France, les églises, les musées, et montrer à quel point c'est de façon exponentielle aujourd'hui. On est en train de dépecer notre France. On est en train de détricoter notre France. Première destination touristique au monde. Pourquoi ? Ils peuvent chialer tout ce qu'ils veulent d'islamophobie. Moi, j'en ai plus rien à faire. J'ai 3 petites filles. Je me suis battu, moi et des milliers de cousines, pour pas être mariée de force, etc. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous imposer des lois islamiques sur un territoire qui est la France. Maintenant, il y a plein de pays où il y a la charia. On retient personne. Ils ont qu'à y aller.
Prenons Écoutez par exemple bien. Cyprien. À 23 ans, il est payé 3 000 € brut par mois. Cela fait 2 370 € net en France, la même chose en Allemagne. En revanche, il toucherait environ 350 € net de plus en Italie, jusqu'à 436 € de plus en Espagne. C'est énorme. Je pense que notre système est bien fait, on est content qu'il nous protège, qu'il nous sécurise Mais dans plein d'aspects. Maintenant, oui, c'est des chiffres assez affolants. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un tel écart. Je suis assez stupéfait. Depuis peu, ce comparateur en ligne propose d'estimer votre rémunération nette en France et chez nos voisins. C'est le MEDEF qui l'a lancé avec un objectif, dénoncer le coût du travail en France. Exemple, si vous touchez 1 604 € net, votre employeur verse en réalité 2 636 €. D'un côté, on a des salariés qui disent on s'en sort plus, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, le travail ne paye pas. Écoutez bien là. D'un côté, on a des entreprises qui n'arrêtent pas de payer toujours plus. Et donc il y a un problème au milieu. Et ce problème au milieu, ce sont les cotisations salariales et patronales qui ne font qu'exploser. Merci. Au lieu de prendre exemple sur l'Espagne ou sur l'Italie, nous, on reste à notre place et on se fait bouffer. On fait que payer des taxes, alors que les autres, ils vivent de leur salaire. C'est ça qui est pas normal en France. Même les entreprises payent trop. On l'a bien vu, ce que paye, ce que cotise l'employeur. Et tu vas me dire, oui, à la sécu, à ceci, à cela. Mais arrêtez, parce qu'en Espagne, on te soigne bien. Partout, on te soigne bien en Europe maintenant. Donc, il est important de partager et republier cette vérité. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les contrats 0 heure. Quoi? Attends. Les contrats 0 heure. J'adore quand je viens chez Greg, qui pourtant est au courant, qui est pas au courant de ce genre de truc. Les contrats 0 heure. Ouais, comme en Angleterre. 0 hour. Tu es assis à 15 sur une chaise. Ok. D'accord? Le patron vient. Ouais. Toi, tu vas travailler un quart d'heure. Il te paye un quart d'heure. Et tu retournes t'asseoir sur ta chaise. Ouais, ça. Nous sommes en plein cœur de Londres, dans un petit café de quartier, spécialisé en produits bio. Tout se prépare sur place et entre la salle et la cuisine, il y a ici une quinzaine d'employés. L'écrasante majorité a signé ce que l'on appelle un contrat 0 heure. Aucune heure de travail n'est garantie. Les emplois du temps sont fixés à la dernière minute, en fonction des besoins. En général, on le fait en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi pour la semaine qui suit. Ici, c'est le règne de la précarité, mais le patron, Fawad Yazdani, assume sans sourciller. Imaginez que j'ai 3 employés avec un salaire fixe et que mes affaires se portent mal. Je serais vraiment embêté. Alors que là, je peux réduire leur nombre d'heures. Parfois, les employés se plaignent parce qu'ils ont moins d'heures, mais je leur dis que je n'ai pas le choix. Si je n'avais pas cette flexibilité qu'offre le contrat 0 heure, je ne pourrais pas embaucher autant de monde. Très concrètement, pour trouver un emploi aux 0 heures, il suffit de signer ce contrat. Il est tout à fait légal, il est tout à fait officiel, et il a le mérite de ne pas vous prendre en traître. Dès le préambule, il est explicitement mentionné que l'entreprise n'a aucune obligation de vous fournir du travail. Le salarié est on call, le patron n'appelle que quand il a besoin de vous. Un travail à la carte qui n'offre ni jour de congé maladie, ni de congé maternité ou paternité. Par définition, aucun préavis de licenciement. Des congés payés, oui, mais uniquement au prorata des heures effectuées. Et parfois une clause d'exclusivité qui, quel que soit le nombre d'heures, vous lie à un unique employeur. Et le pire, c'est que t'as pas le droit de bosser pour une autre entreprise. Ça y est, c'est en France. J'ai des preuves. Hein. Tu restes dans la salle d'attente jusqu'à ce contrat. Ouais. Et le patron ne te paye qu'un quart d'heure. Hein. C'est compliqué de les faire, les 44 annuités, là. Mais les gens se rendent pas compte. Personne n'en parle, mais c'est la réalité. Il n'y a plus d'emploi, c'est la crise de l'emploi. On le voit autour de nous. Il y a des milliers de personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui galèrent à trouver du travail. Alors soi-disant, on leur fait la reproche, soit ils s'y prennent mal, soit ils ont fait les mauvais choix. Alors que non, pas du tout. La réalité, c'est qu'il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi. Tout simplement parce qu'en fait, on a fait croire à toute une génération que s'ils faisaient des longues études, Bac plus 5, Bac plus 8, qu'à la sortie de l'école, ils seraient tous des cadres supérieurs. Alors que non, la réalité, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a très peu de postes pour des milliers de candidatures. Et on parle même pas de l'intelligence artificielle qui va retirer des milliers d'emplois. La plupart des secteurs, ils sont bouchés.
Alors on le voit, hein, il y a de nombreux bac plus 5, bac plus 8. Aujourd'hui, ils font de la manutention à Leclerc, à Carrefour, ils travaillent au McDo, à Lidl, à Action. Et il y a aussi un autre fléau, l'alternance. Combien de jeunes aujourd'hui, ils ont du mal à trouver une entreprise en alternance. Et ça, c'est un vrai fléau et personne n'en parle. Mais bon, comme un grand philosophe disait, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. On vous aime. 1200 €, monsieur. Ils n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Alors moi, je me retrouve avec une retraite pareil que quelqu'un qui a jamais bossé, quoi. Parce que moi, j'ai des gens autour de moi, dans mon village, ils n'ont jamais travaillé, ils ont 900 € par mois. C'est ça. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais j'estime que moi, j'ai eu des enfants. J'ai travaillé en même temps, et mes enfants sont tous contribuables, je veux dire. Hein. Alors comment se fait-il qu'il y ait des gens qui n'aient jamais bossé, hein, qui n'ont pas d'enfants, qui n'en ont jamais fait pour devenir des contribuables, et qui gagnent une retraite? Alors ça, faut me poser la question. Maintenant, il y a aussi une autre question que je vais vous poser, et je pense que Cyril m'en donne l'autorisation. Avec plaisir, allez. Figurez-vous que je paye quand même les cotisations retraite, la CSG, sur mon petit boulot qui vient en complément. C'est très dur pour nous. Je ne peux pas acheter de poisson, je ne peux pas acheter tout le temps de la viande. De temps en temps, j'emmène des petits au McDo, manger le Happy Meal à 4,95. Et c'est tout la sortie. Vous comprenez? Et j'ai travaillé toute ma vie. Voilà. Alors moi, il y a quand même quelque chose que je vais vous poser. Je pense que tout le monde serait d'accord, et Cyril aussi. Comment se fait-il que les sénateurs, les députés et tous ces gens-là, ils aient des retraites spéciales? Et pas le nous. Alors, voilà. Plusieurs questions. Je vous réponds. Vous m'entendez? Vous allez bien? Est-ce que vous voulez que je vous achète à manger? Vous voulez à manger? Qu'est-ce que vous faites dans cette position? Je vais pas vous laisser comme ça là. Vous voulez pas... La police vient à chaque fois, là, il réveille. Vous avez besoin de vêtements? Comment vous appelez, madame? Sandrine? Qu'est-ce que je peux aller vous acheter? De la nourriture? Vous voulez de la nourriture? Vous restez ici? Écoutez, Sandrine, je vais aller chercher ce qu'il faut alors. Je reviens, je vais vous aider. À de suite. Moi, je m'appelle Yanis. À de suite, Sandrine. Prenez soin de vous, j'arrive. Me revoilà. C'est moi. T'avais réussi à te rendormir ou quoi? Tiens, regarde, je t'ai fait un gros carton de course. Je te le mets ici, près de toi. Comme ça, tu peux manger. T'as du sucré, du salé, des produits d'hygiène. Ne t'inquiète pas, avec plaisir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est compliqué tout ça. C'est vrai? C'est dur. Je peux t'aider dans ta démarche? Non, ça va aller. 50 €. Mais t'es un beau, mais Comme non. ça, c'est pour toi. Et ça va t'aider à faire ta semaine, à faire tout ça, ok? En plus de tes courses. T'inquiète pas, avec plaisir. T'inquiète pas, c'est un vrai souci. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Mais tu fais ça avec tout le monde? Avec toutes les personnes qui sont dans la rue. Franchement, il y a des gens super. Mais oui, il y a des gens Vous super. êtes super. Moi, quand je t'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que cette personne, elle fait là, recroquevillée sur Mais si elle-même? jamais je passe sur YouTube. Ouais, ça, c'est une bonne continuation? Ouais, c'est super gentil. Avec plaisir, Sandrine. Prends soin de toi, surtout, c'est important. Hein? Fais attention. Ciao, ciao.
Ces personnes-là qui ne travaillent pas, qui rentrent dans les maisons comme ça, qui ne payent rien, on les protège, mais dans quel pays on vit? Je suis en colère aujourd'hui. Cette maison est à mon papa, une maison familiale où on passait nos vacances quand j'étais enfant. Mon papa est décédé en 2020, donc frais de succession assez importants. Et la vente de cette maison me permettait de régler mes frais de succession. Sauf qu'au mois de mars 2025, je me suis aperçue qu'il y avait un individu qui s'était introduit illégalement à mon domicile. J'ai porté plainte, premier classement sans suite. Bon, je leur ai dit, je vais faire comme le squatteur finalement, je vais attendre qu'il s'en aille et changer les serrures. On m'a rétorqué que j'avais pas le droit de m'introduire chez lui. Donc là déjà c'est quand même difficile à entendre. J'apprends qu'il y a une fameuse loi où on peut avoir une expulsion en 72 heures. En passant par le préfet. Et là encore, déconvenu, le préfet considère qu'il n'y a pas eu violation de domicile. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé devant le refus d'aide de la justice, de l'administration, où personne ne m'a écouté, mais je suis passée du mauvais côté de la barrière en fait. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un homme qui m'a dit, bon ben voilà, pour 5 000 € je peux vous dégager le squatteur. Alors ouais, c'est une entrave à la loi. Mais j'ai considéré qu'à ce moment-là, j'étais au pied du mur, j'avais pas le choix. Et j'ai accepté. Sauf que ça s'est mal passé. Le 28 septembre, les 2 hommes de main qui ont été envoyés se sont fait interpeller par la gendarmerie. Le squatteur a porté plainte. Donc suite à ça, moi je suis passée en garde à vue. Au départ, j'ai nié les faits parce que voilà, j'ai eu peur. Ils ont pris mon téléphone. Et effectivement, il y avait eu un échange avec ces 2 hommes de main le jour de l'effraction. Je suis repartie en garde à vue et là j'ai tout avoué. Je dis oui, effectivement, j'avais pas le choix. J'étais pris par le temps. Je pouvais pas passer par des avocats, par la voie légale pour continuer l'expulsion. Et j'ai choisi la mauvaise solution en fait. Alors j'ai pris 2 ans, 1 an de prison avec sursis. Je regrette d'être passé du mauvais côté de la barrière. Et d'avoir fait quelque chose d'illégal, mais je pense que le manquement de l'État, le manquement des administrations pousse les honnêtes gens comme moi à franchir le mauvais pas finalement. Est-ce qu'on a payé moi je suis gars tranquille. Regarde, on ne fait pas passer pour des fléchards. On sort pas la cellule. On change pas la cellule. Déjà, on appelle. J'ai appelé 10 fois pour vous avoir au téléphone. Vous avez même pas répondu. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Et je sais pas, ils m'envoient un message en me disant qu'ils ont changé la serrure de mon appartement et que maintenant c'est chez eux. Ils ont réservé pour jusqu'à demain. Et là, je reçois un message me disant je suis dans votre appart et je partirai plus. Ah, c'est spécial. Bah oui, c'est spécial. Ouais. On ne fait pas ça. Et le texto qu'elle a reçu est sans ambivalence. Bonjour, c'est votre locataire. J'ai un bébé de 1 mois et demi. Je suis à la rue depuis sa naissance. Je n'en peux plus. Pour le bien de mon bébé, je reste dans le logement. J'ai changé les serrures et mis le compteur d'électricité à mon nom. Je suis désolée que ça tombe sur vous, mais je ne sortirai pas du logement. Je vous préviens, vous venez en bas de la maison. J'appellerai la gendarmerie. Je peux devenir très méchante. Moi je peux pas. J'ai acheté ça pour mes enfants. Je me tue. Les travaux c'est moi. Le parquet. J'ai porté enceinte les putains de trucs jusqu'en haut, 4e étage. C'est mort. Personne ne prendra mon bien. Personne. On est là pour vous arranger, madame. On est là pour arranger les choses, d'accord? Allez, calmez-vous. Ah, je suis folle. Non, allez, soufflez. Mais je dis, vous avez un crédit en plus. Mais oui, j'ai un crédit. C'est pas, moi je suis pas la fille de Bill Gates, hein. La police nationale vient d'arriver en renfort. Vous avez réglé ou là, on est en train, là-haut, on a pris les identités. Là, c'est la proprio. Non, mais on va les foutre dehors, non? C'est chez elle, hein, ils ont pas... Ouais. Donc on va déjà prendre contact, hein. Là, oui, monsieur. Pas de squatter, madame. C'est votre message. Vous avez dit, madame. Moi, je vous comprends parce que je vous trouve bien. Je vous comprends. Franchement. Maman, elle arrive, là, monsieur. La situation est rocambolesque. Les policiers vont tenter de négocier, mais les locataires ne sont pas vraiment hors la loi. Et on veut. Ouais. Ah, mais j'ai envie de nous. Ce qu'on va faire, on va se décaler pour pas qu'ils vous voient. C'est comme ça. Vous expliquer, c'est que les lois qui sont faites, là, il suffit qu'ils restent chez nous 48 heures. Mais ils sont plus de 48 heures là. Ah non, mais il suffit que la loi, il faut que s'ils sont plus de 48 heures,
ils commandent une pizza. Ouais. Vas-y, ils ont changé les factures. Ils mettent l'adresse d'ici. Oui. Vous pouvez plus les dire. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé. Ah oui. Ah ouais, et la facture. Ouais, EDF. EDF. sais pas moi non plus, je comprends pas bien où va mon argent, donc j'ai décidé d'arrêter de payer la taxe foncière. Ouais. Ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans. On s'est dit, puisque vous le dites à la télé, il va se passer quelque chose derrière. Vous allez recevoir un coup de fil. Vous avez eu au téléphone les impôts depuis? Ah ben, on est devenu une grande famille nous aussi, donc on s'appelle régulièrement, on se tient au courant. Ouais. Donc je leur ai dit de me rappeler entre 8h30 et midi et demi, donc aux heures où ils sont ouverts. Et puis si j'ai le temps, comme quand j'y vais, ils ont le temps de me recevoir, je verrai si j'ai le temps de leur répondre. Ah, donc vous leur avez pas répondu là pour l'instant? Si, je leur ai dit que c'était toujours en réflexion, que j'attendais de voir un petit peu. De toute façon, ils arriveront à venir rechercher l'argent un jour, mais j'ai pas eu le temps de le dire. C'était un oubli de ma part l'autre coup, parce que la cotisation foncière, pourquoi elle m'énerve? Alors, faut expliquer ce que c'est la cotisation foncière pour les entreprises. Alors, à titre perso déjà, donc ça veut dire que moi, mon entreprise est domiciliée chez moi. Donc, vous recevez votre taxe foncière comme tout propriétaire. Parce que c'est votre maison. Et vous recevez notre enveloppe cotisation foncière des entreprises. Donc, vous payez 2 fois vos fonciers. Voilà. Alors, si ça, c'est pas prendre les gens pour des débiles, je sais pas ce que c'est. Les impôts, j'ai essayé plusieurs fois d'y aller. Quand on ouvre de 8h30 à midi et demi, il y a que les gens qui bossent pas contents d'y aller. Sinon, il faut prendre une journée, il faut y aller.
Alors, je respecte les gens qui y travaillent, hein. C'est des personnes comme vous et moi, ils font leur boulot, ils sont payés pour le faire, ils le font avec les moyens qu'ils ont. Au Centre des finances publiques de Saint-Dié-des-Vosges, pour les citer, coucou, quand vous essayez de prendre un créneau de rendez-vous en ligne, il n'y a plus de créneau disponible sous effectif. Donc, vous avez déjà des problèmes avec les impôts, vous venez aux heures d'ouverture quand vous avez le temps, parce qu'on a quand même tous du boulot, donc vous n'êtes pas toujours pris, et quand vous voulez prendre rendez-vous, il n'y a pas assez de personnel pour vous recevoir. Pardon Samuel, j'allais vous dire, il suffit de faire comme tout le monde et de les payer. Bah non, en fait. Parce que s'il y avait... En fait, ça sert à rien de bloquer des ronds-points, ça sert à rien de bloquer des centres commerciaux, ça sert à rien de tout casser dans la rue, parce qu'au final, à part embêter le Français qui se lève tous les matins pour aller au boulot, qui prend sa voiture, d'embêter la France entière, et c'est ce que nos politiques adorent, c'est pouvoir venir sur un plateau de télé pour récupérer le mouvement, dire que c'est des casseurs, donc c'est pas légitime. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé pourrir le mouvement sur pied, parce qu'à la fin, il y avait que des casses, alors que Emmanuel Macron, le premier, notre cher et tendre président, a attisé l'émeute en disant « ils ont qu'à venir me chercher ». Vous voyez, donc ils cherchent un petit peu. Donc au final, si au lieu d'avoir bloqué les ronds-points et la France, juste tout le monde s'était dit pour les entreprises, ce mois-ci je déclare pas ma TVA, ce mois-ci je paye pas mon URSSAF. Pour le particulier, c'est ce mois-ci mes mensualités de foncier ou d'impôts personnels, je les paye pas. En fait, c'est... Hier soir, j'ai appris que notre chroniqueur sur Ligne droite, Jean-Luc Gana, avait été placé en garde à vue parce qu'il a posté une vidéo sur TikTok pour montrer les migrants afghans qui zonaient aux abords de son supermarché dans sa ville de campagne. Évidemment, il est inadmissible de mettre quelqu'un en garde à vue simplement parce qu'il ose montrer le réel, que d'ailleurs expérimentent tous les Français chaque jour, un réel qui est chaotique. Alors on comprend bien que ça dérange le pouvoir en place quand on met en lumière justement ce qui se passe en France partout, puisqu'ils essayent sans arrêt de l'invisibiliser, mais il est hors de question qu'on laisse passer ça. Et donc puisque ça les dérange qu'on montre le réel, puisque les gens qui le font vont finir en garde à vue, moi j'invite tout le monde à le montrer, ce réel. Donc je vais commencer, je vais vous montrer le quotidien d'une jeune femme qui doit simplement aller prendre le train à Paris, qui se retrouve donc dans les quartiers sordides, et puis j'invite tout le monde à faire pareil. Il est hors de question qu'on les laisse nous empêcher de partager ce qu'on vit, de témoigner. Aujourd'hui, on est face à une justice politique qui enferme les gens qui veulent montrer ce qui se passe réellement en France. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous propose qu'on suive tous le mouvement que Jean-Luc Gana a lancé, qu'on montre ce qui se passe autour de nous, qu'on montre quel est le quotidien des Français, ce qu'on doit subir quotidiennement à cause de la mauvaise gestion de nos politiciens, à cause de cette crise migratoire qu'on nous impose depuis des années. Donc partagez tous des photos, des vidéos de votre quotidien, et puis on verra jusqu'où ça va. On verra combien on est à être placé en garde à vue. Moi j'y suis prête, je pense que vous aussi. De toute façon, il y en a marre, on va arrêter de se laisser faire, et il est hors de question que Jean-Luc Gana paye tout seul pour un tort qu'il n'a pas. Voilà, donc je lance le mouvement et puis j'espère que vous suivrez. Vous allez dans le métro, vous regardez autour de vous et vous voyez un certain nombre de gens sont sur des réseaux sociaux où on s'exprime essentiellement en arabe. Et avec évidemment une coloration qui n'est pas celle qu'on pourrait espérer d'un point de vue républicain. Plus de 1000 musulmans interrogés, 70% de nationalité française, 30% d'étrangers. Et à la une du Figaro, ce titre en forme de synthèse, les jeunes musulmans de plus en plus rigoristes en France. En page intérieure, en France, la tentation islamiste gagne du terrain dans la jeune génération musulmane. Et c'est vrai que les chiffres sont stupéfiants. 30% des musulmans de moins de 25 ans se déclarent très ou extrêmement religieux. 45% des jeunes portent le voile, contre une moyenne de 31% pour tous les musulmans. 57% des moins de 25 ans estiment que le respect des règles religieuses prime sur les lois françaises. 2 sur 10 sont pour l'application de la charia, la loi islamique, quel que soit le pays dans lequel on vit. La charia qui, on le sait, a de nombreuses interprétations. L'IFOP écrit:
Cette enquête dessine très nettement le portrait d'une population musulmane traversée par un processus de réislamisation, structurée autour de normes religieuses rigoristes et tentée de plus en plus par un projet politique islamiste. Et il suffit de parcourir le PDF de l'étude pour constater que la plupart des indicateurs de religiosité sont en hausse. Les musulmans n'ont par exemple jamais autant pratiqué la prière quotidiennement. Il y a énormément de données dans cette étude, plus de 60 pages, de quoi alimenter évidemment des heures d'antenne et de débats. Attention, sondage sensible. Par son objet, le rapport à l'islam des musulmans de France, par sa conclusion, l'intégrisme progresse, surtout chez les plus jeunes. Quand vous allez dans le métro, vous regardez autour de vous et vous voyez un certain nombre de gens sont sur des réseaux sociaux où on s'exprime essentiellement en arabe. Et avec évidemment une coloration qui n'est pas celle qu'on pourrait espérer d'un point de vue républicain. Les résultats de cette enquête, tout le monde sera d'accord, sont extrêmement inquiétants. Moi, je m'inquiète d'un autre phénomène, c'est de l'utilisation qui va être faite de cette enquête. La récupération politique, alors rien à signaler côté réseau de Marine Le Pen et de Jordan Bardella pour l'instant. Ceux interrogés étaient sur le mode je vous l'avais bien dit. On l'a dénoncé depuis des années, on nous a caricaturé pendant de nombreuses années. Oui, aujourd'hui, l'islam radical, l'islamisme prend pied dans notre société et dans les générations qui viennent. Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, dénonce lui le rôle des réseaux sociaux dans cette nouvelle radicalité des jeunes musulmans, un rôle éphémère selon lui. Leur information religieuse est tirée des réseaux sociaux, ne sont pas des théologiens, des savants de l'islam, donc c'est plus des opinions sur leur propre religion que des idées. C'est une manière d'exister d'une certaine manière, mais qui n'est pas enracinée dans une certaine doctrine et qui, je pense, il ne va pas échapper au mouvement de la sécularisation. Une étude de l'IFOP qui fait aussi l'état des lieux de la religion en France. On dénombre 43% de catholiques, 37% sans religion, 7% de musulmans, 4% de protestants, 1% de juifs. Et il faut savoir que les Français estiment à 30% la part des musulmans dans la population globale en France, un ressenti largement surestimé. La réalité est largement en deçà, on vient de le voir, 7%, et ça progresse, plus 1,5 point en 10 ans. On est très loin du grand remplacement. Lola Daviev, 12 ans, découpée en morceaux par Dabia Benkired, algérienne sous OQTF. Philippine Lenoir, 19 ans, tuée au bois de Boulogne par Taha Walida, marocain sous OQTF. Johanna Blanes, 24 ans, violée et tuée à Mont-de-Marsan par Hussein Ahmed, réfugié syrien. Nadine De Villers, 60 ans, et Simone Barreto, 44 ans, égorgée et poignardée dans la basilique de Nice par un Tunisien arrivé en Europe grâce à une ONG. Mes chers collègues, ces exemples ne représentent qu'une infime partie des victimes de l'immigration et le refus du réel tue tout autant nos femmes et nos enfants. Cette évidence du lien direct entre immigration et insécurité, plus personne de sensé ne la nie. Après les viols de Cologne, après les grooming gangs du Royaume-Uni, après les attentats de Paris, il se trouve encore des irresponsables politiques, dans cette assemblée notamment, pour fermer les yeux et accuser de racisme ceux qui sonnent le tocsin. À toutes ces femmes, à toutes ces mères, à toutes ces familles fauchées par la lâcheté, il faudra rendre des comptes. À nos enfants, nous devrons dire ce que nous avons fait ou non pour répondre au principal défi du XXIe siècle. Pour vous donner une idée de l'ignominie des gauchistes, regardez ce tweet. J'ai vérifié, c'est bien publié par quelqu'un qui est de gauche. C'est pas du tout un troll, c'est la réalité. Le viol est terrible, nous dit Olivier Graziani. Le viol de Claire est donc terrible, mais la victime a mal réagi en désignant son agresseur comme étranger sous OQTF, encourageant les amalgames. Et il continue, ce que beaucoup de femmes agressées par des migrants aux vies difficiles refusent heureusement de faire par humanité et pour ne rien lâcher aux fachos. Voilà l'égout mental qu'est le gauchisme. Voilà cette haine de soi, cet ethnomasochisme porté à un niveau stratosphérique par les gauchistes contemporains qui sont dans un cercle vicieux complètement dingue. Et on a ce tweet à peine croyable. Alors ne lui en déplaise, oui, il est fondamental de parler du fait qu'il s'agissait d'un migrant sous OQTF, d'un clandestin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surreprésentation folle de ces gens-là dans les crimes et dans les délits, et que c'est donc un fait de société, c'est pas un acte isolé, c'est quelque chose qui représente une grave menace pour les Français, mais même de manière plus large, une grave menace civilisationnelle. Donc oui, il faut en parler. Quand ensuite, il nous dit que heureusement, il y a des femmes agressées qui refusent de porter plainte ou de parler du fait que leur agresseur soit un migrant par humanité pour rien lâcher aux fachos. En fait, on est là face au bug des gauchistes. Leur idéologie est tellement absurde et coupée du réel qu'ils sont obligés d'occulter ce qui leur arrive ou ce qui se passe autour d'eux pour ne pas disjoncter. Parce que s'ils regardaient le réel en face, eh bien ils seraient obligés d'admettre qu'ils ont tort.
Le renseignement a sorti une note pour alerter sur le dépeçage de la France, les églises, les musées, et montrer à quel point c'est de façon exponentielle aujourd'hui. On est en train de dépecer notre France. On est en train de détricoter notre France. Première destination touristique au monde. Pourquoi ? Pour son patrimoine. Paris, première ville visitée au monde. Pourquoi ? Pour son patrimoine. Le musée du Louvre, premier musée à visiter au monde. Pourquoi ? Pour ce qu'il a. Et lorsque je suis allée à Londres il y a 15 jours, j'ai été surprise parce que j'ai été voir le Fantôme de l'Opéra. Une œuvre écrite par un Français qui se joue à l'Opéra Garnier. Qui est-ce qui joue cette œuvre ? Londres, tous les soirs, depuis 40 ans. Pas un opéra n'est joué tous les soirs en France. Pour montrer à quel point, comme les joyaux de la couronne sont protégés à Londres, comme même notre patrimoine est protégé à l'extérieur, alors qu'ici en France, on dépèce notre patrimoine, notre culture. Et pour moi, ce n'est autre chose que des actes de barbarie. Manque d'éducation, manque de culture, manque d'histoire, c'est exactement ce qui provoque pour moi ça. Ce sont des petits actes, mais qui sont des actes de barbarie. Et vous avez d'exemple 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Comment voulez-vous, dans ce contexte, que les chiffres baissent? C'est tout à fait impossible. Et ils me disaient que les directives qu'ils avaient reçues, c'était si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors, car on n'a pas les moyens de mener une procédure à son terme, compte tenu du fait qu'il faut un interprète et qu'il n'y a pas les moyens de payer un interprète. Donc là déjà, réglé. Dans ce même endroit, Dis-moi, instruction donnée par qui aux gendarmes sur les mineurs par, vous voulez dire par le parquet. Par le parquet, oui, mais je voulais... Oui, par le parquet. Je suis sûr d'avoir bien compris. Oui. Le déferment devant les magistrats, ou parfois même la mise en garde à vue, était soumis à un critère de valeur de vol, de cambriolage, c'est-à-dire qu'à moins de 300 €, on remet tout le monde dehors et on présente personne. Voilà aujourd'hui la réalité du terrain. Il faut nous en dire un petit peu plus, en général. D'exemple, 65% des cambrioleurs interpellés en... Le gouvernement est-il un gouvernement pro-immigration irrégulière? Nous découvrons dans le projet de loi de finances 2025 qu'1 milliard d'euros de subventions seraient destinés aux associations pro-migrants. Ce budget a triplé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2016. Ces associations, nous le savons, sont bien souvent complices des passeurs et des mafias qui ont du sang et des morts sur les mains, qu'il s'agisse des hommes et des femmes qui périssent chaque année en Méditerranée, ou qu'il s'agisse du sang des Français. Je pense concrètement à l'attentat islamique d'Arras, dont l'auteur avait bénéficié de l'aide de la CIMAD pour être régularisé avec sa famille en 2014, et qui, pour montrer sa reconnaissance, avait assassiné le professeur Dominique Bernard pour réduire l'immigration. Commençons par réduire les budgets de ceux qui l'alimentent et l'encouragent. C'est pourquoi nous avons déposé, au nom du groupe UDR, un amendement à votre budget afin de réduire en urgence de 500 millions d'euros ces subventions. Ma question est donc simple. Êtes-vous d'accord, Monsieur le Ministre, pour réduire enfin ces aides aux associations pro-migrants et affecter cette somme à la construction de centres de CRA, de rétention et d'expulsion, comme l'avait demandé Éric Ciotti? Le gouvernement est-il un gouvernement pro-immigration irrégulière? Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamzeh au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Non mais c'est extraordinaire. Si le ridicule tuait, on aurait été mort sur le coup.
Commencez pas à me dire, Bassem, c'est des gens qui se sont cachés, ils font exprès. Non. C'est quoi cette pancarte? Wallah, c'est nous le peuple. Pourquoi rajouter le Wallah? Pourquoi faire monter l'islamophobie en France? Pourquoi faire en sorte que les Français se sentent envahis, entre guillemets, avec vos pancartes de merde? Mettez-vous là et bien profond. Pourquoi vous dites le nom d'Allah sur vos pancartes? Déjà, si tu veux parler comme ça, les manifestations en islam sont déconseillées, voire interdites. Tout simplement. Parce que notre religion a dit qu'il faut obéir à nos gouverneurs, il ne faut pas se révolter contre eux. Façon de parler. D'accord, tu veux manifester, mais pourquoi vous dites Wallah? C'est quoi ce délire? Pourquoi vous êtes ridicule comme ça? Pourquoi vous nous affichez tous les jours comme ça? Notre religion, c'est tellement devenu du swag que c'est devenu une ponctuation maintenant. Quelle honte, j'ai honte les mecs, j'ai honte. Wallah, j'ai honte. J'ai honte. C'est nous le peuple. Ça veut dire quoi? Wallah, c'est nous le peuple. Ça veut dire que le peuple sont les musulmans. Et c'est pas les autres. C'est pas les chrétiens, c'est pas les bouddhistes, c'est pas les juifs, c'est pas les gens qui n'ont pas de religion. Non. Wallah, c'est nous le peuple, ça veut dire c'est nous le peuple. Essayez de lire entre les lignes avant d'écrire vos pancartes de merde. Trou de balle que vous êtes tous les jours. Alors ça, c'est du grain à moudre. Ça, on va le reprendre. Ils vont bientôt dire que le 10 septembre, ils ont été mobilisés à cause des musulmans. Bien joué, bien joué. Très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche, il y a vraiment plus de nuances. Donc je sais pas du tout ce qu'on peut dire, moi, sur la France. Ce que je vois, moi, depuis 25 ans, je vois des gens qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible, mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont envie. Et qu'est-ce qui nous empêche? Alors, est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois, une politique en ce moment très instable, oui, qui est un peu austère et un peu difficile, parfois aussi une espèce d'actualité en continu qui fait qu'à un moment on ne réfléchit plus vraiment et on ne regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous, mais on préfère mettre le GPS, on sait jamais. Et là, c'est pareil, on va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays, entre le littoral, entre les régions, la gastronomie, enfin... Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors je suis rétrograde parce que j'aime le pâté? Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi? Donc évidemment, c'est la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. On a un très joli pays. Le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors je suis rétrograde parce que j'aime le pâté? Il y a personne qui pense une seule seconde qu'aimer le pâté ou la bouillabaisse ou je ne sais quoi, ça fait de vous un facho. Moi, je pense que Jean Dujardin, déjà, il est rattrapé par le tollé qu'a pris son spectacle au moment de la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby en France. Il a voulu essayer de faire un scénario autour d'une France qui n'existe pas. Vous êtes en train de romancer une situation française du passé et que la réalité, c'est que même si on prend même la France des années 20, des années 30, je veux dire les classes populaires qui ont souffert, les gens dans les mines, on parle jamais en fait de la France des insurgés de Saint-Domingue, on parle jamais de la France des mutins de la Première Guerre mondiale. Ça intéresse pas ça. C'est-à-dire que la France, c'est sous l'œil des bourgeois, c'est Napoléon Bonaparte, c'est les rois de France, c'est ça la France. C'est pas, c'est jamais la colonisation, c'est jamais les mutins de la Première Guerre, c'est jamais Saint-Domingue, c'est jamais mai 68, c'est jamais les grandes grèves de 36, c'est jamais ça. C'est systématiquement Napoléon Bonaparte, le béret, le pâté. Il y a une crise sociale et politique profonde en France où en fait les gens ils sont en train de dénoncer le système. Ils sont en train de dénoncer par exemple qu'on va enlever 7 milliards pour l'hôpital public. L'hôpital public il est français. Là ça intéresse pas en fait. La Salpêtrière, la Riboisière et tous les hôpitaux de France, ça intéresse pas. Vous tapez sur Google Villa Jean Dujardin, il est dans une villa qui vaut des millions d'euros à Saint-Cloud. Je veux dire, il est totalement déconnecté. Qu'est-ce qu'il connaît de la France en fait, en train de dîner avec Georges Clooney et une balade dans le littoral? Il parle à qui exactement en fait? Il parle aux personnes qui prennent le métro, qui galèrent, qui font les 3-8, qui sont à ArcelorMittal, à qui on annonce un plan social. Est-ce qu'il fait partie des personnels hospitaliers qui, dans le budget d'austérité de Sébastien Lecornu, ils viennent d'apprendre qu'on va supprimer 3100 postes de fonctionnaires? Ça, cette France-là, Jean Dujardin, il en a rien à taper. Il pense que les gens, ils sont en colère aujourd'hui, ils dénoncent les choses qui se passent dans ce pays uniquement sur le prisme de la culture ou de la gastronomie. Mais très sincèrement, moi, je trouve que c'est un non-sujet. Alors, vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Un parti de criminels et de délinquants.
Alors que l'ancien candidat LFI Pierre-Alain Coutinho est mis en examen pour avoir mis en place un réseau de pédocriminels et pour avoir pratiqué sur de très jeunes enfants des viols et d'innommables actes de torture, le nombre d'insoumis qui défrayent les chroniques judiciaires continue de se multiplier de façon inquiétante. Il y a Sébastien Delogu, condamné pour des violences aggravées après avoir frappé pendant une manifestation des responsables d'un lycée, dont une femme. Andy Kerbrat, élu LFI et amateur de chemsex, tristement célèbre pour avoir acheté plus de 25 000 € de drogue avec son enveloppe de député avant d'être réintégré par son groupe à l'Assemblée. Il y a Damien Cassé, accusé par Ercilia Soudet d'harcèlement moral et même de viol conjugal. Il y a Éric Coquerel, accusé par plusieurs femmes d'harcèlement sexuel. Hugo Prévost, sous le coup d'une enquête pour des agressions sexuelles sur plusieurs femmes. Thomas Porte, accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Taha Bouaf, accusé d'agression sexuelle et condamné pour racisme. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Ou encore Gérard Miller, actuellement sous le coup d'une enquête pour avoir violé 67 femmes, dont plusieurs mineurs. Il y a également Raphaël Arnaud, condamné pour des violences en réunion et carrément fiché S. Louis Boyard, qui raconte lui-même être un ancien dealer de drogue. Aurélien Taché, condamné pour des violences et outrages et réputé pour ses problèmes d'alcoolémie. Sophia Chikirou, mise en examen pour escroquerie aggravée et détournement de fonds publics. Jean-Luc Mélenchon, condamné pour rébellion et également soupçonné de détournement de fonds publics. La République, c'est moi! On peut également citer Carlos Martins Bilongo, inquiété pour avoir sous-loué son HLM à sa sœur, Rachel Keke, qui est sous le coup d'une enquête sur sa déclaration de patrimoine et qui vit tout de même dans un HLM, Daniel Obono, poursuivi pour apologie du terrorisme, Rima Hassan, poursuivi en justice pour menace de mort et apologie du terrorisme, et soupçonné de collusion avec des puissances étrangères comme l'Algérie. Une liste à peine croyable pour des élus qui prétendent à l'exemplarité et des problèmes de moralité qui viennent s'ajouter au chaos que cette étrange parti tente d'instaurer au cœur de notre société. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Matin, midi et soir. Qui cherchent à les passer ou pas. Matin, midi et soir. Pour un oui ou pour un non. Tu veux parler de la culture de la tomate dans le Limousin? Palestine. Tu veux parler de l'Algérie? Palestine. Tu veux parler des luttes des quartiers populaires? Palestine. Les municipales à Bagnolet, à Rennes, à Strasbourg? Palestine. Palestine, matin, midi et soir. Et la lutte continue. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver. Le personnage dont vous me parlez, avec tant de mansuétude, le connaissez-vous? Savez-vous qui il est? Savez-vous qu'il était un odieux antisémite? Boris Nemtsov? Oui, Boris Nemtsov. Mais enfin, Jean-Luc Mélenchon, lui-même d'ascendance juive, aurait été un antisémite? Oui, monsieur. Je crois que vous confondez avec monsieur Navalny. Écoutez, c'est possible. À les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? L'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez. Je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez... Et du fait que pour... Mon grand-père, né à Oran, qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Combien de zéros? 1 milliard? Combien? Combien de zéros? 1 milliard? 1000, 1, 2, 3, 4 pour 1000, 10 000, attends, 4, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, je suis à 9 là? Il y a des solutions qui existent, notamment à travers la renationalisation de la SNCF. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Oui, mais physiquement, géographiquement, vous le situez où cet État de Palestine? Je comprends pas votre question. On vient de rentrer dans une nouvelle période de l'histoire lorsque la Chine a attaqué l'Ukraine. Parce qu'on se retrouve à avoir des pays qui ont l'arme nucléaire. Le drapeau tricolore lui-même vient d'une grève antiraciste. Le drapeau tricolore naît d'une grève antiraciste. Vous l'ignorez, mais je vous l'apprends. Ce livre ou cet article de l'Obs qui ont peut-être inspiré Antoine Léaumont, c'est de la fiction. Pas de grève antiraciste à Brest en 1790, ça. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste.
Ouais, Rima Hassan. Je te parle d'Algérie, là. De Kabylie. T'as porté une robe Kabylie. Avant, tu parlais de la Palestine, c'est ça? Et là, actuellement, tu te souvenu qu'il y a le Congo. Tu veux parler du Congo. The Congo. T'as dit un jour dans tes déclarations que la Palestine passe avant le Congo. Comme si le sang des Congolais ne valait pas. Et maintenant, comme ton parti à toi, LFI, qui mange à tous les râteliers et qui est là pour créer une opposition contrôlée, pour contrôler tout le monde, que ce soit les musulmans, les athées, les LGBT, tout le monde. Vous contrôlez tout le monde pour que le pouvoir se maintienne en place. Tu veux que les Renois viennent voter pour toi. Rima Hassan, t'es grillé, t'es cramé. T'es une opposition contrôlée. Et il n'y a pas plus grande saloperie que toi. Je te le dis, d'Algérie, moi, ADM, je te le dis. T'es le plus grand ennemi de la liberté, t'es la plus grande arnaque de cette... Je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. J'ai surtout réagi très violemment à l'égard des écoles où on enseigne dans une autre langue que le français en France, du matin au soir. Parce que je considère que c'est de l'enfermement. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Et on ne se ramalera pas avec des fantômes qui se promènent dans la rue et qui interdisent qu'on les regarde. Ça, pas question. Mon cher collègue, je ne sais pas d'où vous vient cette certitude que nous serions favorables à l'immigration. Vous nous aurez mal compris. C'est incroyable que vous croyiez ces choses. Elles n'ont rien à voir avec la réalité. Comment expliquez-vous que vous puissiez le croire alors que nous disons le contraire?